Juste un tout petit peu en fait. Juste un tout petit peu. Donc voilà. Et là. Can you hear us now? Yes. Yes, we are. Hello. Hello. Hello? Can you hear us? Microphone is not. Okay. Hello, hello. Can you hear us? Hello. Good. Yes. Thank Yes, you. yes, please. Wonderful. Bien, bonjour à tous. Bonjour, monsieur. I will speak Russian. Ok.
But first of all, we will start our seminar, and then we will give you the word. Thank you that you are with us from Poland, Mr. Latuszka. Eh bien, donc je m'appelle Antoine Arjakovski, je suis heureux d'être avec vous. Je représente ici le Collège des Bernardins qui se trouve à Paris et qui est un partenaire de ce forum Normandie pour la paix. Je suis heureux de pouvoir modérer cette table ronde sur le Biélarus, un pays qui m'est cher, et de pouvoir avoir une discussion. Alors, vous allez le voir en plusieurs langues, en langue russe, en langue anglaise, en langue française, une discussion européenne sur l'avenir démocratique du Biélarus. Et pour cette rencontre, eh bien, nous avons 4 spécialistes et acteurs de cette question de la vie démocratique du Biélarus. Quel avenir pour une Biélorussie démocratique? Vous l'avez sous les yeux, donc Monsieur Pavel Latuszka, qui donc est en Zoom avec nous de Varsovie. Il est le chef adjoint du cabinet uni de transition du Biélarus, responsable de la gestion nationale anticrise. Il a été l'ambassadeur de Biélorussie en France il y a quelques années, et il a été le ministre de la Culture du gouvernement de l'actuel président, Monsieur Alexandre Loukachenko. Et puis, avec nous également, Madame Violaine de Villemer, envoyée spéciale pour la Biélorussie, qui est ambassadrice, qui a eu une carrière importante au Quai d'Orsay. Vous avez été en Ouzbékistan, ou voilà, dans des différents pays intéressants, et qui, depuis l'année dernière, est en charge de la Biélorussie pour le Quai d'Orsay, mais qui se trouve à Paris, compte tenu du fait que la France ne reconnaît pas la légitimité des élections de 2020. Et puis, Monsieur Jakub Przetecznik, qui est un chercheur au service de recherche du Parlement européen, un analyste politique qui est lui-même polonais et qui écrit régulièrement des rapports pour le Parlement européen sur la situation des droits de l'homme, la situation politique, la situation économique du Biélarus, mais plus largement de ce qui se passe en Europe orientale. Et pour terminer, Alice Sirakvash, qui est la présidente de l'association des Biélorusses à Paris, et qui a lancé une initiative dont elle va nous parler, que je trouve très intéressante, très originale, qui est l'ambassade du peuple biélorusse. Donc voilà, nous avons des spécialistes de ce pays qu'on ne connaît pas très bien en France, mais qui est l'une des clés de cette question de la guerre ou de la paix qui nous occupe tous aujourd'hui. Et pourquoi c'est l'une des clés? Eh bien, c'est parce que vous savez sans doute qu'au mois d'août 2020, il y a 2 ans, il y a eu des élections présidentielles en Biélarus, et les chiffres officiels ont annoncé que le président Alexandre Loukachenko, qui est au pouvoir au Biélarus depuis des décennies, eh bien, aurait emporté 80% des suffrages. Et ça a été immédiatement contesté par les observateurs, par la société civile, puisqu'il apparaîtrait que, à l'inverse, ce serait Madame Svetlana Tikhanovskaya, l'épouse de Sergueï Tikhanovski, qui s'est présentée comme candidate aux élections présidentielles au Biélarus, puisque son mari avait été arrêté, envoyé en prison, qui, elle, aurait emporté la majorité des suffrages. On est obligé d'utiliser le conditionnel parce que on n'a pas de chiffres précis, mais ce qu'on sait par contre, c'est que cette élection du président Loukachenko n'a pas été reconnue par la communauté internationale, et que surtout il y a eu un mouvement de masse
de protestation, et notamment de protestation des femmes. Les femmes jouent un rôle très important pour la résistance démocratique, mais bien entendu, au-delà du rôle qu'ont joué certaines femmes, de la nation biélorusse tout entière, pour s'opposer. Et ça a été réprimé durement. Il y a des centaines d'opposants biélorusses qui sont aujourd'hui en prison, et je pense qu'il faut leur rendre hommage, parce que ce sont des jeunes comme vous qui ont dit tout simplement c'est injuste, nous sommes contre, nous ne pouvons pas accepter cette manipulation des votes, et qui se sont retrouvés en prison avec des peines très fermes. Donc voilà, on en est là, c'est une situation extrêmement difficile, et de cette difficulté, il faut essayer d'avoir un peu d'information d'abord, de lumière ensuite, et j'espère d'espérance grâce à nos différents intervenants. Et pour commencer, donc, on va donner la parole à son Excellence Monsieur Pavel Latouchka, qui est avec nous en Zoom. Les questions que je voudrais vous poser, eh bien, c'est d'abord, vous qui avez travaillé pour Monsieur Loukachenko, vous avez changé d'avis, vous avez décidé de joindre l'opposition démocratique. Pourquoi ? Et quels sont les plans de cette opposition que vous menez, et comment la France peut-elle vous aider pour une future Biélorusse démocratique ? Voilà, alors vous avez 10 minutes, nous n'avons pas beaucoup de temps. J'espère qu'à l'issue des interventions des 4 intervenants, on pourra vous redonner la parole pour que vous puissiez réagir également. Donc la parole est à vous. Спасибо, что вы с нами. Bonsoir, mesdames et messieurs. Для меня большая честь участвовать в конференции. Я хочу поблагодарить организаторов за приглашение. Прежде всего, я хотел бы сделать маленькую ремарку. Мы не употребляем слово «президент» с фамилией Лукашенко. Он не является президентом Беларуси, он проиграл выборы, и он не признан Францией в качестве президента. Поэтому второй тезис, который я хотел бы озвучить, это признательность руководству Франции, французской дипломатии, за то, что Франция не признала легитимность Лукашенко, и посол Франции отказался вручить верительные грамоты господину Лукашенко. Это один из важнейших примеров солидарности с белорусским народом, с белорусским обществом, и мы это помним и очень высоко ценим. Если говорить о том, что я служил Лукашенко, я хотел бы тоже возразить. Мне это достаточно больно слышать, когда мне говорят, я служил Лукашенко. Я не служил Лукашенко, я был государственным служащим, высокопоставленным государственным служащим, послом, министром, но я воспитан в семье, которой главным является европейские, национальные, белорусские ценности. Никогда в своей жизни, ни послом, ни министром, я не отдал свой голос Лукашенко. Да, вынужденно я находился в этой системе, находясь в каком-то положении самообмана. Потому что в Министерстве иностранных дел Беларуси мы жили в иллюзии того, что мы сможем изменить Лукашенко, то, что мы сможем через международные контакты его с высокими представителями в Европе, в мире, пытаться реформировать его систему управления страной. Change its system of governance of the country. We really believed in this at the time. We maybe believed this story that we created for ourselves. So maybe we were lying to ourselves. There was, of course, one factor which was important and which still remains today, and that's the fear factor. Mr. Lukashenko is a cruel dictator. He killed his political opponents. He
has over 1,300 political prisoners in jails in the country at the moment. Человек, который ликвидировал все независимые СМИ в Беларуси. This has been recognized, this is the number that's been recognized by human rights associations, but in truth the figure is much higher. Из Беларуси выехали сотни тысяч белорусов, спасаясь от репрессий, There are hundreds of thousands of Belarusians who have had to leave the country because of the repression, and this man and this person will continue to kill people in the future. So will the world continue to accept this situation? Because in the past, the world just accepted that Mr. Lukashenko could kill his opponents, and European diplomacy actually made agreements with the Lukashenko regime by continuing the dialogue with him. Now it's a test for Europe, and if Europe does not succeed, does not pass this test, then it means that the Belarusian people, Belarusian society, will no longer believe in democracy, in freedom, or in human rights. Just business. Или только интерес. If we continue in this way, then business interests will take precedence over human rights and such things. Yes, I'm currently the deputy of the Cabinet for Transition. And we deal with political initiatives, we're political initiatives, and the Belarusian government wants to be involved in international relationships. The government is trying to control the situation in Belarus during this period of transition. So for us, we really need to ensure that our partners understand the situation. There is currently a war in Europe, and Mr. Lukashenko is a co-author of this war, and he welcomed the Russian armed forces into the entire country, making infrastructure, equipment available on the roads in Belarus. There were 700 bombs which have been sent out, which have been launched. 20,000 Russian soldiers crossed our country to go and make war in Ukraine. This war maybe would not have happened if our European colleagues listened to us in 2020 when we said loud and clear that Mr. Lukashenko is no longer just Belarus's problem, but Europe's problem as well. If Mr. Lukashenko was not Mr. Putin's ally on the 24th of February 2022, then maybe war would not have been able to break out. So these are questions that we now asking to our partners. Wars are times when we have to take decisions. We cannot take half measures. We need to take decisive action. So we are now preparing our project for victory is having 20,000 Belarusian partisans helping to implement our plan. Полк Калиновского, полк Погоня, подразделение Террор. Это герои Беларуси, которые, к сожалению, погибают, но они воюют за независимость Украины. А завтра они готовы бороться за независимость Беларуси. People within the country who are dying because they're fighting for the independence of Ukraine, and in the
future, раскол they will государственных элит, continue to try and которые fight for the также independence of в Belarus as определенной well. They're ready части to die устали for от this. режима Лукашенко. Мы настаиваем на However, пересмотре всех certain members of соглашений с the Belarusian Российской elite are Федерацией, now tired of Mr. Lukashenko. потому что Россия сегодня является врагом для Беларуси. Россия и Путин поставили цель ликвидации Украины и ликвидацию Беларуси. Об этом сказал господин Путин канцлеру Шольцу еще 15 февраля. И у нас нет никаких иллюзий, что сегодняшняя Россия жаждет включения Беларуси в состав Российской Федерации. И об этом мир забывает, об этом мир не говорит. И поэтому я благодарю за эту возможность, что я могу сказать вам сегодня это открыто. Завершая выступление, нужно Лукашенко поставить жесткий и принципиальный ультиматум. To conclude, I would say we need to put a clear ultimatum out to Lukashenko and tell him that there will be complete, total sanctions, complete exclusion of Belarus from the financial system, a full embargo. If he continues in this way, if he allows the Russian army to remain present in the country. We need to ensure that the Russian forces no longer enter Belarus. Осуществлять ответные действия и удары по территории Беларуси. И мы не должны этого допустить, потому что мы хотим, чтобы победила Украина. Жесткий ультиматум. Мы должны ставить международный вопрос деоккупации вывода тех российских вооруженных сил и военных баз, которые находятся на территории нашей страны. И Франция здесь может сыграть очень серьезную роль. Она может помочь тому, чтобы исключить Беларусь, территорию Беларусь из карты военных действий. Мы также, последний тезис, настаиваем на том, чтобы никакие переговоры с Лукашенко не проводились без нашего участия. Объединенного переходного кабинета, правительства новой Беларуси. Нельзя судьбу белорусского народа решать за спиной белорусского народа. Еще раз благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Мы вас очень благодарны. Merci beaucoup donc à Monsieur Latouchka pour cet exposé concis et assez fort. Je donne tout de suite donc maintenant la parole à Madame Violaine de Villemer pour avoir non seulement sa réaction à ce qui vient d'être dit, mais plus généralement, quelle est la position de la France vis-à-vis de ce qui s'est passé en 2020. Il y a des sanctions qui ont été adoptées. Est-ce qu'on a une mesure de l'efficacité de ces sanctions et voilà, comment vous réagissez aux propos de M. Latouchka? Parler près de... Qui là, vous m'entendez de me donner l'occasion de parler de la Biélorussie et parler de ce que fait la France pour la Biélorussie. Alors, je voulais si vous le permettez, me présenter, mais ça a déjà été fait puisque le rôle d'envoyé spécial est un peu particulier et nouveau pour la Biélorussie. Parce que, donc, comme cela a été dit, leur ambassadeur, n'ayant pas pu présenter ses lettres de créance à Alexandre Loukachenko, dont la France ne reconnaissait pas la légitimité, a été expulsé au bout de 10 mois de séjour. Et donc, il a été nommé envoyé spécial exilé en Lituanie à l'époque, et je le remplace dans ses fonctions pour servir un peu de lien entre l'opposition en exil, la société civile, les Biélorusses en exil et dans les instances internationale et la France. Nous avons cependant un chargé d'affaires
à Minsk qui conserve les liens avec la population biélorusse. La France reconnaît la Biélorussie, qui est membre des Nations Unies, et son intégrité territoriale et sa souveraineté. Donc, nous avons une ambassade en Biélorussie. Je commencerai donc, puisque telle était la question, à vous parler de ce que la France, quelle a été la politique de la France à l'égard de la Biélorussie ces dernières années, et notamment les sanctions et leur efficacité. Donc, l'Union européenne a abordé, a récemment adopté une 6e train de sanctions. Mais on va revenir un petit peu en arrière, parce que ça permet de montrer si les sanctions peuvent être efficaces. Parce que la première fois, c'était en septembre 2004, le Conseil de l'Union européenne avait adopté un premier train de mesures restrictives à l'encontre de fonctionnaires du Bélarus. C'était suite à la disparition non résolue de 4 personnes, 4 disparitions non résolues en 1999 et 2000. Puis des inscriptions supplémentaires ont été introduites donc contre des personnalités suite aux élections présidentielles de 2006 et de 2011, compte tenu de la gravité de la situation au Bélarus. Et le nombre de personnes inscrites ou d'entités s'est élevé à 200. 200 personnes et un nombre d'entités important primaient donc et qui s'étaient manifestés contre la démocratie avec des répressions totalement adapté. Alors, ça faisait l'un des régimes autonomes les plus importants de l'Union européenne. La plupart de ces mesures ciblées, cependant, ont été suspendues par le Conseil en 2015, en octobre 2015, puis totalement levées en février 2016. D'une part, suite à la libération de tous les prisonniers politiques et en raison du changement d'attitude de la Biélorussie et l'amélioration de ses relations avec l'Union européenne. Donc, ce premier train de sanctions a eu une issue positive. Et puis, malheureusement, une deuxième série de sanctions a été introduite après les élections présidentielles frauduleuses d'août 2020 et la répression très brutale de l'opposition démocratique et des journalistes par les forces de sécurité, des manifestations pacifiques qui ont suivi ces élections. L'Union européenne a ainsi introduit plusieurs paquets de listes ciblant des personnes physiques et morales qui s'étaient commises avec cette répression. Plus tard, le 23 mai 2021, il y a eu un incident gravissime qui a conduit à une nouvelle réaction du Conseil de l'UE, puisqu'il s'agissait de l'atterrissage forcé illégal à Minsk d'un vol intra-européen de Ryanair, et le pouvoir a commis ainsi ce qui est qualifié de piraterie internationale pour arrêter un journaliste d'opposition, donc Roman Protasevich et sa compagne, qui survolaient le territoire biélorusse. Donc, en juin 2021, le Conseil a interdit tout aéronef exploité par des transporteurs aériens biélorusses de décoller, d'atterrir ou de survoler la Biélorussie. En outre, on a pris des mesures contre le commerce des armes, l'interdiction et la vente de fournitures, transferts ou exportation d'équipements, technologies ou logiciels destinés à être utilisés dans la surveillance ou l'interception par ou au nom des autorités biélorusses de l'Internet et des communications téléphoniques sur les réseaux mobiles ou fixes. Puisque pour détourner cet avion, il avait utilisé ses écoutes pour savoir où était Roman Protasevich et à quel moment passait l'avion. Donc, ces restrictions comprennent aussi la vente, la fourniture ou le transfert d'articles à double usage militaire et civil, donc, et à des personnes, entités et organismes spécifiés au Bélarus. Donc, c'est un peu plus large que les simples mesures ciblées sur les membres du régime qui avaient écrasé les manifestations. Et puis, de nouvelles restrictions commerciales ont concerné les produits pétroliers, le chlorure de potassium et des biens utilisés dans la production et la fabrication du tabac. Sanctions économiques. Enfin, s'ajoute, et ça, l'a signalé, l'accès au marché des capitaux de l'Union par le gouvernement biélorusse et les institutions et entités financières publiques. Et puis, une interdiction de fournir assurance et réassurance au gouvernement biélorusse
aux organismes et agences publiques biélorusses, ainsi que des interdictions imposées à la Banque européenne d'investissement, qui donc avait vocation à investir dans les pays. Alors, ça n'était pas terminé, parce que le gouvernement biélorusse, en octobre dernier, a procédé à l'instrumentalisation d'êtres humains à des fins politiques, en poussant des migrants importés, transportés en tout cas, du Moyen-Orient, et les pousser contre les frontières de l'UE. Donc en novembre 2021, le Conseil de l'UE a élargi les critères visant cette fois également les personnes ou organismes qui contribuent aux activités facilitant le franchissement des frontières extérieures ou le transport des marchandises interdites. C'est un nouveau train de sanctions sur les personnes et entités. Enfin, après le 24 février 2022, nous avons, donc l'Union européenne, dans son ensemble, et la communauté internationale, a condamné l'invasion non provoquée de l'Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie, mais aussi l'implication de la Biélorussie dans cette agression contre l'Ukraine. Et le 2 mars, compte tenu de la gravité de la situation et en réponse à cette implication de la Biélorussie, le Conseil a imposé encore de nouvelles restrictions du commerce des biens utilisés pour la production et la fabrication de produits, tabac, minéraux, potasse, bois, ciment, produits sidérurgiques, caoutchouc, et surtout les biens et technologies à double usage et tout ce qui pourrait contribuer au développement militaire, technologique, de défense et de sécurité du Bélarus et les exportations de machines ou la fourniture de services connexes. Donc ça, c'est pour empêcher toute possibilité, tout ce qui pourrait faciliter l'implication dans la guerre. S'y ajoute, bien entendu, ce qui est nerf de la guerre, les transactions financières et les transports routiers de tous ces biens. Alors, c'est une liste à la Prévert, c'est assez long, c'était ciblé. Et quel est l'objectif? Pour mesurer l'efficacité, il faut connaître les objectifs. Les objectifs étaient triples, essentiellement. Beaucoup d'objectifs. D'abord, cibler les autorités, les auteurs des crimes, pour les pousser à changer de comportement et à respecter les engagements qu'ils avaient pris dans le cadre de l'OSCE, l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe. Et ce sont ces mesures prises contre les personnes ayant participé à la répression violente, notamment en les touchant par leurs intérêts financiers personnels ou par l'intermédiaire d'entités étatiques. Le deuxième objectif est d'empêcher de nouveaux actes de piratage aérien dans l'espace biélorusse. On a vu combien le piratage et l'irresponsabilité dans les ciels, l'espace aérien pouvait être dangereux. Et donc, ça, ce sont toutes les restrictions sur les matériaux à double usage et les technologies d'interception. Voilà. Aujourd'hui, a priori, il ne serait plus possible de procéder à l'arrestation d'un passager qui survolerait le sol biélorusse. Mon dernier objectif, mais qui est essentiel actuellement, c'est d'éviter le contournement des sanctions adoptées contre la Russie et de veiller à ce que la Biélorussie ne se militarise pas davantage et en veillant à ce que les sanctions ne renforcent pas l'emprise russe sur l'économie de la Biélorussie, même si à court terme, la Russie est devenue le principal débouché du pays. Lucide là-dessus. Toutes transactions sur les réserves et les avoirs de la Banque centrale biélorusse sont maintenant interdites et 3 grosses banques biélorusses ont été déconnectées de SWIFT. SWIFT, c'est ce qui permet de faire toutes les transactions internationales. Les dépôts de plus de 100 000 euros par des citoyens biélorusses dans des banques européennes sont interdits. Ça cible aussi les personnes. Je ne vais pas énumérer toutes ces sanctions qui servent parce que si les contournements ne sont pas totalement impossibles, et il paraît que des Zara, des Coca-Cola et autres outils sont tout de même singulièrement compliqués et limités. Voilà, alors au regard de ces objectifs à court terme, quelle est l'efficacité? L'évolution de la politique biélorusse lors de la première vague de sanctions dont on a parlé montre que ça peut avoir exercé une pression réelle et peut-être exercer un effet préventif contre des actions violentes par des membres
membres des participants au régime, des membres de la fonction publique, qui pourraient regarder à 2 fois avant de tirer sur la foule, pour être clair. À plus long terme, le manque de confiance que peut avoir la communauté internationale dans l'économie biélorusse peut avoir un effet très important pour l'économie et donc le développement, y compris sa puissance militaire, le développement de la Biélorussie. Et les négociations de l'OMC ont été totalement suspendues. Vous avez aussi la difficulté à obtenir des pièces de rechange, par exemple, pour les technologies pointues, ou qui rendent difficile la modernisation, tout simplement, l'entretien des équipements. Donc, les autorités tentent de jouer des différents leviers pour obtenir des allègements. Ça montre que ça a un impact, ces sanctions. Ils ont annoncé une amnistie. Ils ont annoncé un découplage de la Russie. Bon. Mais il ne faut pas être dupe sur d'éventuelles réductions de peine qui seraient purement cosmétiques ou des régimes de détention simplement allégés, alors que d'autres condamnations très sévères se sont succédées ces derniers temps. La France et l'Union européenne continueront pour leur part d'apporter leur soutien aux réfugiés et aux forces démocratiques à l'étranger, dans toute la mesure où elles le peuvent. Elles accordent la protection temporaire aux Biélorusses arrivés d'Ukraine après le 24 février et un premier exil dans ce pays. La rencontre avec le président de la République et Svetlana Tsikhanovskaya le 29 septembre 2020, donc juste après les élections, puis la première de ce niveau pour la candidate à l'élection présidentielle. Mais il faut aussi souligner, Nitya, le coût de l'alignement de la Biélorussie sur la Russie et le coût du soutien russe à Alexandre Loukachenko. La France souligne aussi qu'il existe une autre voie pour la Biélorussie. La population a démontré son aspiration démocratique en 2020. Elle montre aussi qu'elle ne souhaite pas la guerre et elle montre sa volonté profonde de rester biélorusse. Le ministre Latouchka l'a bien dit tout à l'heure. Et si la France ne reconnaît pas le résultat des élections de 2020, elle reconnaît la Biélorussie, elle est membre des Nations Unies et elle reconnaît son intégrité territoriale et sa souveraineté ainsi que celle de ses voisins. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. On y voit plus clair. Il faudra aussi à un moment parler de la question du nucléaire aussi. Je sais que c'est une inquiétude pour le président de la République. Le fait que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine passe par le Biélarus, il y a aussi un risque de nucléarisation du Biélarus. C'est un vrai souci, mais on en parlera peut-être plus tard. Jakub Przetachnik, thank you very much that you are with us. As I said, you are one of the best specialists at the European Parliament Research Service on what's happening in Eastern Europe. So what is the position of the European Parliament towards Belarus? What is for you the possibilities for helping the opposition of to the Belarus regime? So how do you see the future of the relations between the European institutions and Belarus? It should work. Good afternoon, everyone. Thank you very much for this invitation. So I was planning to talk about how the EU support to the Belarusian opposition is structure, what the European Union is doing. And later on, I would like to add what the European Parliament, as a representation of people of European Union, is requesting from member states and other European institutions, maybe Council, European Commission, Action Service. I won't talk what we'd like to from Mr. Lukashenko, because it's exactly the same message you just passed. So concerning support to Belarusian opposition, since August 2020, the European Union started a direct support to victims of repressions.
Also support to civil society organizations and independent media. This support is worth 65 million euros. And these are not only money, this is also legal advice. This was when it was possible. And independent journalists, bloggers are receiving also capacity building support. The fact that this is kind of training how to work in under the current circumstances, because work of journalists in Belarus is much more complicated. So we talk about IT security, we talk about we talk about also how to deal with the press, international press, etc. Then Belarusian students who were made to leave the country, they can receive a scholarship funded by the European Union. For the time being, 162 students received this scholarship, and they can study in Latvia, Lithuania, Poland, and Czech Republic. For the 2 years. Moreover, the European Union is supporting international accountability platform to gather human rights violation evidences, so it can be used in the future in the court. Then I would like to tell that in May 2021, we have prepared, the European Commission prepared an outline of the comprehensive plan for a future democratic Belarus. And this is a program worth 3 billion euros to support Belarusian economic stabilization and then democratic institutional reforms at the moment when democratic change will start. Pour donc initier un changement démocratique dans ce pays. Donc à partir du moment où ce changement sera initié. Donc il y a dans ce programme 3 piliers. Direct economic recovery, donc des aides économiques directes pour permettre la récupération avec des injections financières, des aides à des réformes structurelles avec une première aide de 1,5 milliard d'euros et puis un soutien à des pays, aux infrastructures vertes pour permettre la transformation énergétique avec un programme qui représente 1 milliard d'euros. Donc tout ça sera débloqué si une transformation démocratique est initiée. Ils n'ont pas exactement défini ce que ça voulait dire, mais les conclusions de octobre 2022 du Parlement donnent en gros 5 critères de base pour songer à l'augmentation de l'aide de l'Union européenne. Donc tout d'abord, cesser la répression, la réhabilitation, de relâcher les prisonniers politiques, la possibilité de tous les exilés de revenir à leur pays d'origine et un processus politique qui résulte en des élections libres. Et le dernier critère, c'est qu'il y ait des garanties de respect des droits humains, de la liberté d'expression, de la liberté des médias, de la presse, de rassemblement également. Alors, pour ce qui est du Parlement à présent,
des demandes des institutions de l'Union européenne et des États membres. Pour la dernière résolution, donc, je les ai répartis en 3 catégories. Donc, tout d'abord, le soutien apporté aux Biélorusses et les réparations aux victimes. Et puis, il y a également l'engagement vers les représentants démocratiques de la Biélorussie. Donc, pour le Parlement compte sur les États membres et la Commission européenne pour fournir un soutien, une protection aux défenseurs des droits humains en accordant des visas d'urgence quand cela est nécessaire. Le Parlement appelle les institutions européennes et les États membres à augmenter les soutiens directs donc pour, comme je l'ai dit, assurer des formations, etc., pour une liberté de la presse, pour la démocratie, le militantisme, pour les défenseurs des droits humains, à la fois en Biélorussie et ceux qui ont quitté et qui se sont exilés. Et il faut également des programmes ciblés pour les médias de la société civile et pour les universités. Pour ce qui est de la justice, le Parlement appelle l'ensemble des États membres à activement à appliquer les principes juridictionnels qui permettent les responsables biélorusses de rendre des comptes par rapport à la répression, aux violations des droits humains. Et le Parlement appelle à les poursuivre en justice, y compris M. Loukachenko. Et la dernière catégorie, c'est le dialogue avec les forces démocratiques. Donc le Parlement appelle les institutions européennes et ses États membres à organiser régulièrement des sommets avec les représentants des forces démocratiques. Et ce dialogue, selon le Parlement, pourrait permettre l'adoption de politiques communes, de directives communes sur l'avenir des relations démocratiques avec la Biélorussie. Donc, elle appelle également les institutions européennes à mener des négociations avec les démocrates biélorusses pour mettre en place à l'avenir donc ce programme de 3 milliards d'euros parce que le Parlement pense que ça représente une somme et que c'est une occasion en or pour la Biélorussie de modifier en profondeur son pays et il faut vraiment anticiper, prévoir cela en avance. Donc ceux qui seront élus démocratiquement seront, ce sera le plus important, bien évidemment, mais le Parlement pense qu'il ne faut pas perdre de temps et qu'il faut commencer à préparer tout cela dès maintenant. Thank you, Yacoub. Vous voyez que, oui, on peut applaudir parce que, comment dire, c'est impressionnant. C'est impressionnant. L'Union européenne, c'est quand même 27 pays indépendants et les parlementaires qui arrivent donc de 27 pays différents à se mettre d'accord sur un programme aussi construit, aussi développé et finalement aussi bien doté, parce que 3 milliards d'euros, c'est pas rien pour imaginer à quoi pourrait représenter 3 миллиарда евро – это хорошая сумма, которая может пойти на демократизацию. Это, конечно, впечатляюще. Я бы хотел дать слово Алисе Сиракваш, про которую я говорила, то, что она основатель Белорусской ассоциации в Париже. И у нее одна из инициатив – это познакомить
nous parler un peu de vos activités et du travail que vous faites notamment pour ces ambassades du peuple biélorusse. Alors, oui, merci beaucoup, Антон. Merci de m'avoir donné la possibilité спасибо за то, что вы мне дали возможность высказаться в рамках этого форума нормандского за мир. И для меня, как для белоруски, очень важно говорить и еще говорить про свою страну, которая сейчас находится, которая переживает трагедию с 2020 года. Я хотела бы поговорить про белорусов за границей, которые уже были за границей, когда были президентские выборы в Беларуси, и также про тех, которые убежали из Беларуси после 2020 года. В 2020 году, когда были выборы президентские, белорусы за границей поняли, что их много, что у них есть сила, и они почувствовали потребность быть солидарным со своим народом, который в этот момент, как еще до выборов, готовились к этому, выходили на улицы, выходили на манифестации с Светлану Тихановскую, и мы вместе организовывались для того, чтобы сделать опрос после выборов. И этот опрос, который я проводила перед официальным посольством Лукашенко, позволил констатировать то, что эти выборы были подделаны. 229 голосов были добавлены за Лукашенко, потому что мы у каждого человека, который выходил из посольства, спрашивали, вы голосовали? Да. Положите, пожалуйста, в этот ящик ваш выбор. И 210 человек всего в общей сумме голосовало, и посольство поставила 230 голосующих. И это началось с этого, и мы себе сказали, что мы поняли, что это посольство нас не представляет, и не представляет белорусский народ, который требует демократии, свободных выборов, и чтобы ее голос был услышан. Поэтому мы создали сеть, белорусскую сеть по всему миру. Есть ассоциация в Париже, в Ницце, в Анси, в Бордо, только во Франции, и другие ассоциации тоже будут открываться по всей Франции. И также именно сейчас я подхожу к этому проекту посольства белорусского народа. Нам нужно поддерживать связи со страной, в где мы живем, и с Беларусью, потому что после кризиса, дипломатического кризиса 2021 года не было больше отношений дипломатических между Беларусью и французской властью. И наша цель — это информировать политиков, власть, СМИ о ситуации в Беларуси. Потому что, да, можно найти, если вы посмотрите через Google, вы найдете информацию, но не все переведено, не все доступно. И мы здесь для того, чтобы информировать и сохранять связи культурные. Мы организовывали выставки, фотовыставки, манифестации в Доме журналистов и на улице Сан-Мартин в Париже. К нам также приезжала оперная певица, которая давала концерты в Париже. Мы организовывали манифестации, очень много манифестаций, даже не смогу их перечислить. И мы продолжали разговаривать и оставаться на связи с журналистами для того, чтобы Беларусь не забывали, и белорусский народ вписывается в историю, европейскую историю.
многие встречи, исторические встречи общие. Например, если возьмем Марка Шагала, это художник, у которого белорусские корни и еврейские корни. Он родился в Витебске под Российской империей, и его считают русским художником, хотя он жил в Витебске и родился в Беларуси. По поводу посольства белорусского народа есть во Франции, в Германии, в Англии, Австрии, Польше, Литве, Канаде, Израиле, Бразилии, Шотландии, Эстонии и Нидерландах. И все эти люди делают все возможное для того, чтобы помочь белорусам, для того, чтобы они могли интегрировались в свою новую жизнь. Мы им помогаем информацией, и это уже очень много, потому что когда вы оказываетесь в новой стране, вы абсолютно не понимаете правила, язык. Это очень важно, когда вам говорят, что вот для того, чтобы оплачивать счета за электричество, нужно идти сюда, для того, чтобы оплачивать интернет, нужно идти сюда. И это мы тоже вот присутствуем для того, чтобы помочь. Мы не получаем никакой зарплаты, мы волонтеры, мы это делаем, потому что мы чувствуем, что нам нужно помочь. Солидарность нашего народа в 2020 году нас вдохновила очень сильно. Люди помогали друг другу, людям, которых они не знали. Когда были рейды полицейские, люди открывали двери своих домов для того, чтобы спрятать у себя митингующих. Это люди, которые не знали друг друга. И белорусы были абсолютно открыты, готовы идти на риск, чтобы рисковать, чтобы помогать ближним. И поэтому мы тоже хотим делать то же самое, помогать. Мы открыли фонд нашей ассоциации, чтобы помочь политзаключенным в Беларуси и их семьям. Мы собирали деньги, чтобы подарить подарки на на Рождество для детей, чьи родители заключенные. Мы продолжаем собирать деньги для того, чтобы помочь людям, которые в бегах, чтобы помочь им где-то остановиться, укорениться, чтобы они не умерли с голода там, где они находятся. И, конечно же, после начала агрессии России и Украины мы помогаем украинцам, мы помогали и с переводами, и логистически беженцам украинским во Франции. Некоторые даже ездили на польскую границу, чтобы помочь беженцам, потому что они говорили, например, по-польски и по-белорусски, потому что украинцы понимают, когда мы с ними говорим по-белорусски. И мы это делали для того, и для солидарности, и для гордости нашего народа. Мы продолжаем говорить, давать рупор тем, кто не могут говорить, для наших соотечественников, которые из-за публикаций в Инстаграме, ТикТоке, Фейсбуке могут быть отправлены в тюрьму. И их отправляют в тюрьму только за какой-то комментарий. Это люди, которым дают не 15 дней, не месяц, а 1,5 года заключения за какую-то публикацию в ТикТоке. И это также самое для людей, которые находятся за Беларусью, за границей Беларуси. Потому что у нас тоже, у меня, например, 3 статьи с 2020 года. Первая узурпация власти, за узурпацию власти, за оскорбление президента и за опасность, которую я представляю из-за своих публикаций. То есть уже 3 статьи, криминальных статей. И, то есть вы понимаете, что люди могут сесть в тюрьму за то, что они пишут в Фейсбуке, в Инстаграме, что они против войны и что они
против режима Лукашенко. Для того, чтобы дать этот рапорт, позвольте мне зачитать то, что последнее слово Марфы Рабковой, которая защищает правозащитница. Она говорит очень правильные слова, универсальные слова, но она говорит про Беларусь. Мы живем в эпоху перевернутой, искаженной правды. За хорошее карают и за плохое, наоборот, поощряют. Mais fleurit désormais dans la réalité bélarusse. Это реальность Беларуси, это не какая-то выдуманная история. Каждый человек — это живой человек, каждая мысль мы должны ее уважать. И свобода — это абсолютная ценность. И Беларусь заслуживает на жизнь. И власти должны работать на то, чтобы людям жилось легче. Я видела столько хороших и искренних людей, что я уверена, что у нас все получится. По-другому быть не может. Каждый раз, когда мы помогаем друг другу, каждый раз, когда мы заботимся один о нас, о себе и протягиваем руку, чтобы помочь, каждый раз, когда мы солидарны, каждый раз, когда наше сердце не глухо к боли других, мы позволяем триумф нашей страны. Живет, пусть слава Украине, слава Беларуси. Merci. Alice, la parole maintenant est à la salle. Si vous avez des commentaires, des questions, vous voyez qu'on parle de choses un peu tragiques. Les amis d'Alice sont en prison. Et puis on sait qu'il y a des témoignages aussi de torture au Biélorusse. C'est une situation extrêmement tendue, on l'a vu sur le plan géopolitique, avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. В том числе и с войной между Россией и Украиной, которая проходит через территорию Беларуси. Это не легкая ситуация, и нам нужно проводить дискуссии, обмены. Может быть, у вас есть какие-то первые реакции по поводу того, что вы услышали, и есть ли реакции на слова господина Латушко, которые я тоже надеюсь, что еще до сих пор с нами, да. Можете просто поднять руку. Pour ceux qui sont au fond. Réfléchissez peut-être. En attendant, je vais interroger Monsieur Latouchka. Задам вопрос господину Латушко. Je voudrais savoir, Monsieur Latouchka, vous avez entendu tout à l'heure nos interventions. Comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes vous-même en contact avec Madame Tsikhanouskaya, avec des représentants du Parlement européen? Il y a un travail fort qui se met en place pour vous aider. Mais est-ce que vous, de votre côté, vous êtes en lien avec le Parlement européen, avec les institutions? Сейчас в контакте с Европейским парламентом, институциями, с разными странами, за европейским, не обязательно в Европейском Союзе. Какие у вас сейчас контакты? Я хочу сказать, что еще раз, если мы говорим о Je voudrais dire que si nous parlons de l'opposition, nous ne sommes pas une opposition, nous sommes une majorité. La majorité des Bélarusses sont contre Loukachenko et nous essayons de ne pas utiliser ce mot pour parler de nous. Et ça, c'est une différence clé quand on fait l'évolution de la situation bélarusse. Nous avons fait un pas
pas stratégique et politique important. Nous avons réuni les structures politiques clés sous le même parapluie, si on peut le dire. Nous avons réuni toutes les structures qui se battent contre le régime de Loukachenko en ayant conscience qu'aucune de nos structures n'est pas capable de manière indépendante atteindre ce but majeur de changer le Bélarus. Mais en joignant les ressources, nous pouvons accélérer la réussite. De l'autre côté, c'était très important pour nous, l'Union, via l'Institut nous avons commencé à réformer le Conseil corruptionnel qui doit se transformer en proto-parlement, et nous créons les organes de pouvoir alternatifs. Nous montrons aux Biélorusses et aux fonctionnaires d'État que le pouvoir doit appartenir au peuple et qu'il y a des alternatives qui garantissent la période transitoire dans le pays. Et si nous parlons des contacts avec nos partenaires, oui, il y en a, ils sont assez nombreux et la communication est très large avec le gouvernement français et le Parlement européen et avec l'Union européenne. Mais vous savez, je voudrais vous dire l'essentiel. Nous comprenons clairement que personne ne résoudra le problème des Biélorussie à part les Biélorusses. Ça ne dépend que des Biélorusses si la situation à l'intérieur du pays change. Mais nos partenaires, très souvent, ne réalisent pas peut-être dans quelle situation se trouve le peuple biélorusse. Aujourd'hui, je remercie Alice qui a donné des exemples de ce qui se passe en Biélorusse. Bien sûr, vous ne pouvez pas comprendre et imaginer qu'il y a des milliers de prisonniers politiques en Biélorusse, que pour un moindre mot de critique, en Biélorussie, on peut aller en prison, qu'on peut arrêter, qu'on arrête les gens tous les jours. Chaque jour, il y a des sentences qui tombent. Qu'en 2020, des gens étaient tués en Biélorusse. Et lorsqu'on parle de la responsabilité, je suis solidaire avec le président Zelensky qui, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, a dit que le plus important, c'est la responsabilité. Et en tant que diplomate, avec plus de 20 ans d'expérience, je dois reconnaître et constater qu'aujourd'hui, le droit international, les organisations internationales dans le monde vivent la crise majeure, traversent une crise majeure de l'efficacité des réalités et de la nécessité de leur existence, parce que lorsque en Biélorussie en 2020 on a torturé des milliers de gens, et on mettait comme dans une Allemagne nazie, on mettait contre le mur en leur disant de lever les bras, de se mettre à genoux. On faisait ça tous les jours. Lorsque dans une cellule de 5 mètres carrés il y a une dizaine de personnes, lorsque on jette un bout de pain pour 20 prisonniers, une vingtaine de prisonniers politiques, lorsque dans les prisons il y a des insignes jaunes qu'on colle aux vêtements des opposants, ça c'est des tortures politiques. Il n'y a aucun exemple de responsabilité politique. Depuis 2 ans, notre équipe anti-crise, nous n'avons pas pu constater aucun exemple de responsabilité, ni chez des policiers, ni chez des procureurs. Il n'y a pas de perspective. Le droit international ne fonctionne pas. La Convention de l'ONU pour la lutte contre la torture ne fonctionne pas. Le Conseil européen pour les droits de l'homme n'est pas efficace. Et aujourd'hui, nous sommes face à une crise énorme. Il y a beaucoup d'annonces
de préoccupations, de grandes préoccupations, mais les structures internationales et les gouvernements nationaux n'utilisent pas les instruments qu'ils possèdent. Et c'est pour ça que ce dialogue est important. Il faut qu'il mène à des actions. Les sanctions économiques peuvent être efficaces uniquement lorsque elles sont introduites rapidement et à grande échelle. Quand il y a eu des sanctions contre Loukachenko ont été mises en place assez lentement, forcément il y a des défauts parce que Loukachenko c'est un contrabandiste le plus grand du XXe siècle. Toutes ces sanctions-là ne sont pas efficaces et elles ne donnent pas les effets escomptés. Donc il faut analyser la politique des sanctions, c'est-à-dire que les sanctions économiques, la responsabilité pénale, la non-reconnaissance de Loukachenko comme président et la reconnaissance de la Biélorusse démocratique et du gouvernement du Biélorusse démocratique. Peut-être c'est les 4 éléments clés de ce que j'ai souligné aujourd'hui. Madame l'ambassadrice, comment vous réagissez par rapport à ça? C'est une sacrée attaque par rapport à la situation actuelle de la gouvernance internationale qui ne fonctionne pas, manifestement. Prenez un micro, s'il vous plaît. L'invasion de l'Ukraine l'a montré, c'est une rupture majeure dans l'ordre international, puisque c'est un membre du Conseil de sécurité qui a franchi une frontière internationale, une frontière internationalement reconnue, pour envahir un pays. Et ça, c'est une rupture sur bien des plans, donc d'une part de comportement, mais effectivement sur le système multilatéral. Et la France, depuis des années, rappelle qu'il y a d'abord, l'ordre international reposait sur les Nations Unies, et d'autre part, des enjeux mondiaux qui ne peuvent être résolus qu'ensemble, c'est-à-dire le climat, le terrorisme, etc. Ça suppose d'avoir une coopération internationale. Avec cette invasion, la confiance est totalement rompue. Et pour revenir à la Biélorussie, les violations du droit international ont aussi considérablement altéré la confiance. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour... Parce que le président Macron, aux Nations Unies, a dit il faut changer les règles de fonctionnement du Conseil de sécurité. Il l'a dit. Il a dit le droit de veto bloque toutes les décisions des Nations Unies. Donc, il faut changer de système. Il faut, quand il y a des crimes de masse, quand il y a des injustices, permettre à l'Assemblée des Nations Unies, par exemple, d'outrepasser le droit de veto, d'utiliser le droit d'ingérence. Qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement, par rapport à ces changements possibles? Je n'ai pas à me prononcer sur les réformes des Nations Unies, parce que ça fait depuis plusieurs années, depuis de nombreuses années, que la France pousse pour une réforme du fonctionnement des Nations Unies. Et là, aujourd'hui, on voit clairement les limites de ce fonctionnement, puisque non seulement il y a eu des violations par régime interposé, par soutien à des régimes non démocratiques, mais là, clairement, une invasion d'un pays par l'autre, sans qu'il y ait eu de provocation, ni sans qu'il y ait eu aucun motif. Et donc, là, je suis tout à fait d'accord, le système multilatéral ne suffit pas. Ne fonctionne pas. Et vous m'aviez interrogé sur la Constitution sur la dénucléarisation de la Biélorussie. Donc, la dernière mouture qui a été soumise à référendum, là aussi, il n'y a aucune légitimité au résultat, puisqu'on ne peut pas savoir ce qu'il en est. La nouvelle Constitution a supprimé la non-utilisation du nucléaire en Biélorussie. Alors, je signale quand même que l'opposition, le cabinet de transition qui regroupe l'essentiel des forces d'opposition, enfin qui essaye de souder toute l'opposition à l'étranger, est en train aussi de rédiger une constitution alternative et a reçu le soutien de la Commission de Venise pour des conseils et puis pour
des consultations. Elle sera, je suppose, soumise à référendum pour qu'elle soit adoptée de façon démocratique. Merci. Je vois qu'il y avait une question dans la salle, donc je vous en prie, présentez-vous peut-être, prenez un micro, dites-nous qui vous êtes et nous vous écoutons. S'il y a d'autres questions aussi, n'hésitez pas à lever la main pour réagir. Okay. Bonjour, Nicolas Boblin, Relations internationales à la ville de Caen. J'avais juste une question parce que le thème de la conférence, donc c'est l'avenir d'une Biélorussie démocratique, et ça pourrait être intéressant aussi de faire le lien avec l'éducation, parce que quand on parle de démocratie, on parle aussi d'éducation. On sait qu'aujourd'hui on a beaucoup de lycéens dans la salle, donc peut-être si vous pouviez nous aider à comprendre un petit peu mieux comment se passe la vie d'un jeune en Biélorussie aujourd'hui, concrètement, c'est-à-dire d'un lycéen. Est-ce qu'il y a évidemment un vrai contrôle des programmes scolaires aussi? Est-ce qu'il y a une possibilité pour un jeune aujourd'hui en Biélorussie d'aller faire des études? Quels sont ces... Bon, je me fais pas beaucoup d'illusions, hein, mais c'est intéressant pour nous, je pense, de mieux comprendre le quotidien des jeunes en Biélorussie aujourd'hui et puis leur perspective d'avenir. Merci. Il y avait quelqu'un aussi devant vous qui voulait poser une question? Je voudrais prendre plusieurs questions. Non, c'était pas vous? Ah, il y a une personne derrière, sinon? Une personne derrière qui lève la main. N'hésitez pas, c'est le moment des questions. Après, vous n'aurez plus le temps puisque la table ronde se termine dans un quart d'heure. Donc, c'est le moment pour réagir. Je vous en prie, monsieur, présentez-vous et nous vous écoutons. Alors bonjour, je m'appelle Nassim Benabed, je suis un élève du lycée Jean Rostand à Caen et j'ai une question, enfin je ne sais pas si elle est importante à poser, mais une question destinée à monsieur Latouchka, ambassadeur de Biélorussie. C'est une question qui concerne comment s'est passée sa carrière dans l'administration de Alexandre Loukachenko et après l'avoir quitté, pourquoi avoir quitté après le parti de Loukachenko pour se rentrer dans l'opposition. Voilà. Merci, c'est très clair. Est-ce qu'il y a encore... Oui, je vous en prie, présentez-vous. On ne vous entend pas. Bonjour, je m'appelle Alessio, je suis élève au lycée Augustin Fresnel à Caen et je me demandais, tout à l'heure on parlait d'aide économique européenne, de sanctions européennes à l'égard du gouvernement du dictateur Loukachenko, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les forces militaires européennes pour pouvoir aider la Biélorussie à renverser ce gouvernement qui est illégitime? Quelle force militaire peut faire bouger les choses au Biélarus? C'est une vraie question. Est-ce qu'il y a encore une réaction, un enjeu, une question? Je vois pas. Donc on va prendre le dernier quart d'heure pour répondre à ces trois excellentes questions. Donc il y avait une question, Alice, sur l'éducation, sur la vie quotidienne des jeunes au Biélarus, à Minsk. Combien il y a d'habitants au Biélarus? Alors, il y a 9 500 000 habitants environ. Pardon, les chiffres peuvent être pas exacts, mais la population a baissé depuis 2020 de cause de crise de Covid et des migrations politiques. Et pour répondre à votre question, la vie des jeunes au Bélarus, alors je la connais un peu à travers la vie de mes frères, que eux, ils étaient profondément dégoûtés de le système d'éducation bélarusse qui n'envoyait aucune raison, aucune envie d'aller dans les universités bélarusses. Pour vous dire, le programme est très strict sur ce qui concerne l'histoire du Bélarus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui appartiennent à notre histoire commune avec l'Europe qui sont enlevées pour les remplacer par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale du point de vue russe. Donc soviétique, mais russe surtout. Et ce thème, il sert beaucoup à la propagande au sein de l'école, qui aussi reste je dirais, un système d'oppression des jeunes, parce que les mœurs là-bas sont d'une violence assez surprenante. Vous pouvez pas imaginer, on peut traîner un élève de l'école par, je sais pas, par ses cheveux, par son bras, parce qu'il a fumé dehors, parce qu'il a 14 ans, il a fumé.
ça fait une partie d'une machine répressive. Quant à l'université, Bélarus est sorti des accords de Bologne, il me semble, ça s'appelle comme ça, et il n'y a plus d'échanges entre les universités. Et après 2020, beaucoup d'universités occidentales ont rompu tout lien avec les universités gouvernementales bélarusses. Et il y a très peu d'universités privées. Moi, à mon époque, donc je vais témoigner d'une époque quand j'avais votre âge, on nous enfermait au lycée pour qu'on n'aille pas manifester, pour qu'on ne rejoigne pas la manifestation. Juste enfermer un clé dans l'école. Et on nous le tenait jusqu'à la fin de la manifestation. Et par la suite, j'ai fait les études dans une université européenne des sciences humaines, chose qui était fermée par Loukachenko en personne parce qu'il parlait parce que c'était une université ouverte, parce que c'était une université démocratique qui enseignait à réfléchir et non pas à obéir. Pour conclure, je dirais que le système scolaire bélarusse, il enseigne à obéir et non pas à réfléchir. Juste 2 mots, l'Europe fait énormément de choses pour aider et faciliter les échanges, notamment avec Erasmus+, pour les Biélorusses. Quant à la France, elle soutenait une université, un centre universitaire franco-biélorusse qui s'est exilé l'année dernière, qui a été fermé par Loukachenko, enfin par les autorités, et qui s'est exilé à Vilnius, qui est hébergé dans l'Université européenne de Vilnius, et qui donne des cours et des diplômes, des licences et maîtrises de droit international en partenariat avec l'Université de Bordeaux. Donc il y avait des lycées bilingues qui ont souvent été fermés, il y en a, la plupart ont été fermés, et donc on continue en ligne. Bon, ça c'est devenu plus facile pendant le Covid, c'est rentré dans les mœurs, et on donne des bourses à des Biélorusses qui étudient en France et qui, j'espère, reviendront avec une expérience plus riche et pour le moment venu, quand les circonstances le permettront, renouer des relations bilatérales fructueuses et positives. Voilà. Du coup, je rajoute une petite question. Si un jeune Français veut en savoir plus sur ce qui se passe au Biélarus, comment il fait pour s'informer ? Est-ce qu'il y a des sites accessibles en langue française ? Alors oui, il existe une initiative citoyenne qui s'appelle Voices of Belarus. Vous pouvez trouver ce site. Ce sont les traducteurs dans le monde entier des Bélarusses qui vivent à l'étranger qui traduisent les nouvelles bélarusses en langue étrangère. Donc il y a une langue française que mon ami traduit depuis déjà un an presque. Et vous pouvez trouver toute l'information d'actualité et des articles d'analyse en français. Et il existe également des traductions en anglais. Après, il suffit de rentrer dans Google Bélarus, Biélorussie, Bélarus, et vous trouverez des informations. Le problème avec l'information, c'est qu'on la consomme d'une manière très sélective. Et c'est pas à la télé que vous allez en voir. Et si vous allez en voir, là, en ce moment, j'espère que ça va être pour annoncer que Bélarus est devenu libre. D'accord, on espère aussi. Il y avait une question qui était adressée à Monsieur Latouchka tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu la question. La question était assez personnelle sur votre carrière personnelle. Nous répondre. Je vais essayer de répondre brièvement à ces 3 questions. Quant à l'éducation, tout ce qui est fait en Bélarus, c'est fait pour qu'on devienne partie de la Russie. Il y a le monde russe qui arrive en Biélorusse. La culture biélorusse est anéantie. On peut être interpellé dans les rues de Minsk parce qu'on parle biélorusse. Parce que pour le régime Loukachenko, la langue biélorusse, c'est de l'extrémisme, c'est une opposition potentielle. Deuxième point, l'éducation en Biélorusse est construite sur le principe d'écrasement d'individualité, de personnalité. Loukachenko glorifie Hitler publiquement, il l'a fait à plusieurs reprises, même aujourd'hui, on a parlé de ça, et il glorifie Hussein, Kadhafi, Staline, et aujourd'hui, imaginez quelle éducation
peut être octroyé en Biélorusse. Nous sommes dans un état critique. Est-ce que la nation biélorusse va continuer à exister? Est-ce que Biélorusse, en tant qu'État indépendant, va exister? Et Loukachenko fait tout ça comme une marionnette de Poutine, comme une marionnette de Kremlin. Concernant ma carrière, j'étais le plus jeune dans toute l'histoire de la diplomatie biélorusse, consul, le plus jeune consul, le plus jeune secrétaire et le plus jeune ambassadeur. J'ai été nommé à 29 ans en Pologne. Donc, j'ai été le plus jeune ministre. J'avais à l'époque 35 ans. J'avais une carrière impressionnante, mais ce n'est pas la carrière qui pose question, mais le moral et la conscience. Dans ma famille, personne n'a soutenu Loukachenko et j'étais un seul, unique membre du Parlement qui parlait biélorusse. Et je pensais que je pouvais changer des choses, mais je me suis trompée. Et pourquoi j'ai décidé de quitter, abandonner tout ça? Lorsque j'ai vu comment on battait les Biélorusses, comment on tire sur eux, comment on jette des grenades sur eux, comment on les torture, et quand j'ai vu les Biélorusses sortir de prison dans des états épouvantables, est-ce que je pouvais rester dans le pays? Je sais que j'ai provoquer le pouvoir et j'ai 8 affaires contre moi qui ont été initiées criminelles et dont 2 d'entre eux sont je risque la peine de mort. Ma fille aussi a des affaires criminelles qui lui ont été données. Ma femme aussi, c'est une prisonnière politique. J'ai connu des répressions énormes et j'ai le droit de parler, de dire ce que je dis. Parce que il s'agit de la survie de mon pays, de moi aussi en tant qu'être humain qui aime son pays. Merci pour votre invitation. Для нас это большая честь, что вы с нами. Мне кажется, мы можем вас аплодировать. De vous avoir, je pense qu'on peut vous applaudir. Je pense que c'est réellement un exemple de courage. Il n'y a pas très longtemps, le président Macron s'est adressé aux armées françaises et il a répété son message du mois de juin au mois de septembre en disant, voilà, il y a le retour du tragique en Europe. Est-ce que nous, en France, on a cette force d'âme, ce courage pour défendre nos valeurs, pour défendre notre identité, pour défendre nos libertés? C'est une vraie question, et l'exemple de monsieur Latouchka, qui, au péril de sa vie et de celle de ses proches, s'exile en Pologne pour défendre l'avenir d'une Biélorussie démocratique et indépendante, est assez, de ce point de vue-là, stimulant. Donc c'est un honneur pour le Forum Normandie pour la paix de pouvoir dialoguer avec lui et avec vous, Alice, qui est en contact avec lui, qui nous avait mis en contact avec lui. Et donc, merci infiniment. Il y avait une dernière question, et je pense qu'on va terminer là-dessus, qui portait sur, voilà, est-ce qu'on peut intervenir militairement pour aider l'opposition démocratique? Et c'est notre ami polonais, Jakub Przetacznik, qui est prêt à répondre à cette question. Thank you, and thank you for the question. So, any military intervention would need a mandate from the Security Council of the United Nations. Talking about other, so we just talk about veto. I don't know, of course, if Belarusians, including Belarusian opposition, would wish such thing, because we have to remember that one of the definitions of a state is being able to
applicate power and capable d'appliquer la puissance military way. So la force de répression, si vous voulez, avec la police. Realistic one, when the military power and the power over Belarusian army is in the hands of Mr. And I would like to underline Mr. Lukashenko. This is the reality. Belarus is moreover in military alliance with Russia, Armenia, avec la Russie, l'Arménie, some Central Asian states. As well, so implications would be. Donc les implications seraient terribles. I hope this answers your question. J'espère que I would ça like to répond à just votre add that question. those who would like to have more information on Belarus, si vous souhaitez plus d'informations sur la Biélorussie, rather in English, they are very welcome also to visit Europar think tank website. Some publications are translated in French, those which are related to the European Parliament plenary. So whenever there is Belarus on the plenary, most probably you will see one-pager summary of the topic in English, French, at least for other languages. Other good sources, if you'd like to learn English, it's Spring organization, Vyasna, so it's Human Rights Organization of Belarus, and Belsat.eu. So, thank you. Oui, je recommande vivement le site du Parlement européen du service de recherche. Voilà, c'est la fin de cette table ronde. Je propose qu'on applaudisse une dernière fois et nos intervenants présents ici, et Monsieur Latuszka, qui est en Pologne, ainsi que nos interprètes qui ont fait un travail remarquable aussi, de l'anglais, du russe, du français. Merci à vous tous, et merci au Forum Normandie.